Une course de cauchemar, les jambes molles, dans un corridor de rien du tout, qui paraissait interminable, avec derrière soi la porte vitrée de la cuisine qui s'ouvrait pour laisser passer l'ennemi, les grandes enjambées de cet ennemi, l'angoisse de ne pas atteindre l'autre porte, celle de la rue, à la boîte aux lettres toujours béante, de ne pas avoir le temps de l'ouvrir, d'en tirer le battant, avant qu'une main s'abatte. C'est toujours devant une porte fermée qu'on se fait prendre, faute d'un quart, d'un dixième de seconde. Le seuil glissant, le trottoir mouillé, la rue déserte, plus que déserte, vide, avec ses 4 becs de gaz de province et le mur en briques de l'école d'en face. Sans se retourner, le canari courut jusqu'au coin de la rue, et son cœur battait si fort qu'il ne savait pas s'il entendait ou s'il n'entendait pas des pas derrière lui. Il tourna l'angle, freina son élan, hésita et revint, comme quand il était gamin et qu'il jouait aux gendarmes voleurs, passer une partie de la tête au-delà de la pierre de taille. En dehors des 4 becs de gaz, il n'y avait qu'une lumière, ou plutôt un rectangle de lumière de couleur indéfinissable, celui que projetait la porte ouverte de sa maison. Si la couleur en était indéfinissable, c'est que le corridor était éclairé par une lanterne au verre multicolore. Dans ce rectangle, son père était debout, en bras de chemise, tourné vers le coin de la rue. Aperçut-il la tête ébouriffée de son fils ? « Ernest !» appela-t-il. « Ernest !» Malgré sa colère, il étouffait sa voix pour ne pas ameuter les voisins, qui ne dormaient pas encore. Il tombait sur une pluie fine de petite ville, douce et lente. Une fenêtre s'ouvrit à un premier étage, chez le professeur de piano. La mère d'Ernest parut à son tour sur le seuil, se pencha sans en descendre, ainsi qu'elle faisait pour guetter le marchand de légumes. Et le canari, dans son coin, haletait, les dents serrées. « Je les déteste, je les déteste, je les déteste. » Il tremblait de la tête aux pieds. Il devinait qu'il parlait à mi-voix, son père et sa mère, sur le seuil de la maison. Sa mère devait dire « Rentre, Joseph, tu vas te mouiller. » Ou plutôt non. Comme il la connaissait, elle avait deviné de la lumière chez le professeur de piano, et elle conseillait « Attention aux voisins. »« Je les déteste, je les déteste. Je ferai ce que j'ai dit, et après, ils seront bien avancés. » Il pleurait tout en parlant à mi-voix. De fines gouttes de pluie se posaient sur ses cheveux couleur de blé, qui lui valaient le surnom de canari. Son soulier gauche prenait l'eau, il en avait l'habitude. Tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à... La rue Gambetta était presque vide aussi, hormis un tramway jaune qui venait de franchir le pont et qui était encore très loin, zigzagant, comme mal assuré sur ses rails trop lisses. Je tuerai n'importe qui, le premier que je rencontrerai, et ensuite on verra. Je les déteste. Peut-être tout cela était-il venu d'une casquette, de beaucoup d'autres choses aussi, mais c'était la casquette qui avait servi de déclic. Ce sont tous des hypocrites, des sales gens qui ne se lavent même pas les pieds chaque jour, répétait-il en marchant et en se retournant parfois sous le coup d'une peur machinale. Oui, tous, et monsieur Griset le premier, qui sentait la punaise, qui était puant au moral et au physique comme une punaise, tout chef de bureau qu'il fût. Je vous demanderai, monsieur Archambault, de venir dorénavant à la banque dans une tenue plus décente. Et il saisissait entre ses doigts aux ongles sales la casquette à carreaux du canari. Il la brandissait comme un objet de répulsion. Je m'habille comme il me plaît. Je répète, mon jeune ami, je ne suis pas votre jeune ami. En dehors de mon travail, je suis libre de... Tant pis, on n'avait pas besoin de l'exciter. Il était déjà assez malheureux comme ça. Et il y avait assez longtemps qu'il désirait une casquette à carreaux. Est-ce qu'on voulait tout savoir? Oui. Il le dirait si on l'y poussait, car il en avait assez. Eh bien, les 25 francs de cette casquette, il les avait chippés, 2 francs par 2 francs, 50 centimes par 50 centimes, dans le porte-monnaie de sa mère, pour que ça ne se voie pas. Et après, qui est-ce à la banque qui avait aussi peu d'argent que lui en poche? Qui est-ce qui avait toujours pleuré pour avoir un vélo comme tout le monde, un vrai vélo avec lequel on puisse sortir et à qui, après un an, on avait acheté un vélo d'occasion qui n'avait même pas de roue libre
et dont le guidon était peint en noir comme un vélo de curé. Est-ce que son père, lui, n'avait pas mis 200 francs et plus pour une pipe en écume? Ton père est ton père, lui avait répondu sa mère. Il a travaillé 40 ans de sa vie pour ça. Pourquoi? Pour avoir une pipe en écume? De sales égoïstes. Ah, je suis la honte de... La honte de quoi? De la famille? Belle famille, oui. Comment sa tante Marthe s'était enrichie, s'il vous plaît, en tenant un café avec ses 2 filles au comptoir. Et maintenant, quand ça venait à la maison, le jeudi après-midi, et que ça pleurnichait à qui mieux, ça ne manquait pas de soupirer. Ma pauvre Germaine, n'as-tu pas peur pour ton fils? Il me semble qu'il a de si drôles de manières. Bon, il était saoul en rentrant chez lui, c'est entendu. Et d'abord, ce n'était pas la peine de le lui faire remarquer. Sa mère n'avait pas besoin de sangloter, en plein dîner, comme si c'était une catastrophe. Si ça doit continuer, j'aime mieux mourir. Voilà mon fils ivrogne à 17 ans. Ivrogne parce qu'il avait bu quelques apéritifs. Et son oncle Arthur, alors, qu'on faisait semblant de ne pas reconnaître quand on passait près de lui dans la rue, et qui, d'architecte, était descendu au rang de peintre en bâtiment. Lui, il avait bu exprès, et il savait ce qu'il faisait, parfaitement. Il était dégoûté, et c'était son droit. En sortant de la banque, il était entré chez Ferrari, le petit bar italien, et il s'était accoudé au comptoir. Il s'était regardé dans la glace, entre les bouteilles, et il avait eu un sourire amer. « Je veux me saouler », avait-il annoncé à Ferrari. « Ça ne va pas, monsieur Ernest ?»« Oh, presque rien. Tout simplement que le directeur, qui ne l'avait jamais regardé, l'avait fait appeler, l'avait inspecté des pieds à la tête, en jouant avec un coupe-papier et en croisant haut les jambes. « Il y a combien de temps que vous êtes à la banque ?»« 3 mois, monsieur le directeur. »« Eh bien, monsieur Archambault, j'ai le regret de vous annoncer qu'il y a peu de chance pour que vous y soyez encore dans 3 mois. En effet, à la première plainte de votre chef direct, monsieur Griset, je serai au regret de me passer de vos services. J'ajoute que si votre père n'était pas si honorablement connu, toujours son père qui était resté 40 ans dans la même place, derrière le comptoir noir d'une quincaillerie, dont, le soir, il emmenait l'odeur triste dans les plis de ses vêtements. J'espère que, pour vos parents, si ce n'est pour vous, vous ferez le nécessaire, et... Veuillez approcher, je vous prie. Davantage. Sale type. Avec quelle nonchalance affectée, quel dédain de grand seigneur il extrayait de la poche extérieure du veston du canari une pipe dont le tuyau dépassait. Chez un employé de banque, c'est plutôt un stylo que l'on s'attend à trouver à cette place. Allez. Un Pernod, Ferrari. 2 Pernods, 3 Pernods, autant de Pernods qu'il en faudrait pour tomber par terre en leur disant merde à tous. Il se voyait toujours dans la glace, et souriait, d'un sourire qu'il trouvait extraordinaire, un sourire qui contenait toute l'amertume de l'humanité souffrante. « Dis donc, Ferrari, je te paierai tout à l'heure. J'ai oublié mon portefeuille. Je crois plutôt que tout à l'heure, vous serez dans votre lit. Vous n'avez pas oublié votre petite note de l'autre jour. Je paierai, mon vieux, n'aie pas peur. » Quand il serait mis à la porte de la banque, comme cela ne tarderait pas à arriver, et il lui faudrait annoncer cela chez lui. Est-ce qu'il ne s'était pas déjà fait mettre à la porte de la librairie pour mauvaise tenue? Une tenue terriblement mauvaise, en effet. 2 fois, le patron l'avait surpris allant fumer une pipe au petit endroit. Et il avait été auparavant renvoyé du lycée. Ton fils ne fera jamais rien de bon. Car il n'était déjà plus le fils de sa mère. Elle disait ton fils en parlant de lui à son mari, comme pour dégager sa responsabilité. Elle avait sa fille, cette saleté d'Yvonne qui savait si bien jouer la comédie. Je dirai à maman que t'as une photographie de femme nue dans ton portefeuille. Et moi, je lui dirai que je t'ai vu avec un garçon l'autre soir, dans une encoignure. Elle ne te croira pas. Essaie. C'était vrai. On ne croyait pas le canari, mais on croyait sa sœur. On lui achetait des robes et il avait des souliers qui prenaient l'eau. Elle offrait le thé à ses amis et lui, quand il allait au lycée, devait passer en détournant la tête devant la pâtisserie où tous ses camarades mangeaient des glaces. Tout le temps qu'il avait passé au lycée, il avait eu envie de glace. Il était le plus mal habillé. Il n'avait que des livres d'occasion. Il ne pouvait pas prendre le tram, parce que cela revenait trop cher, et quand il n'était pas dans les 3 premiers, on le traitait d'ingrat.
quand des parents se sacrifient comme nous nous sacrifions pour... Je les déteste, je les déteste, je les déteste. Il avait une photo de femme nue dans son portefeuille. Soit. Et après? Il avait fait pis le jour même. Pas plus tard qu'en sortant de chez Ferrari. Une idée qui lui était venue peut-être parce qu'il était saoul. Zut et zut! Je m'en paie une. Il avait fait un détour. Il avait poussé une porte voilée de reps grenat. Il y avait une sorte de marchand de bestiaux qui riait fort en taquinant une énorme fille. Le canari avait rougi à cause du marchand de bestiaux. Il avait dit très poliment à la patronne « Je peux vous parler un instant ?»« Qu'est-ce que tu veux, mon petit ?»« Je n'ai pas d'argent sur moi, mais je vous laisserai ma montre. Elle est en argent. » L'autre, avec ses joues couperosées et son fauteuil plein à craquer, le regardait en riant, d'un rire qui était une insulte. « C'est impossible, mon garçon. À cause de la police, tu comprends? Reviens une autre fois. » Et il était à peine sur le seuil que d'autres rires éclataient derrière lui. « Bon, je reviendrai ce soir. Je leur montrerai. » Il rentra chez lui, l'œil brillant, le geste à la fois mou et trop catégorique. Il poussa la porte vitrée de la cuisine et se laissa tomber sur la chaise. On mangeait dans la cuisine. Il y avait une salle à manger et même un salon avec un piano. Un piano pour Yvonne, évidemment. Mais on mangeait dans la cuisine, parce qu'on était de petites gens, et son père se mettait le soir en manche de chemise, et on se lavait les pieds en posant la cuvette par terre. L'hiver, on se lavait dans la cuisine, le samedi, parce qu'il y faisait plus chaud, en tendant un drap devant la porte. « Tu ne manges pas ?»« Je n'ai pas faim. »« Qu'est-ce que t'as ?»« J'ai rien. » Ce qu'il avait, il était dégoûté. De tout, de ses parents, de lui, de la banque, de ce qu'il vivait et de ce qu'il attendait. Tiens, où avait-il mis sa casquette? Il avait dû l'oublier sur le comptoir, près du marchand de bestiaux. « Qu'est-ce que tu cherches ?»« Rien. »« Où est ta casquette? Tu l'as encore revendue ?» Parce qu'une fois il avait revendu une chaîne de montre en simili que sa mère lui avait offerte pour sa fête. « Joseph, regarde ton fils, on dirait qu'il a bu. »« Laisse sentir ton haleine. T'as pas honte. Qu'est-ce que t'as bu? »« Des Pernod. Va te coucher. »« Non, il faut d'abord que j'aille voir Oscar. »« Qui? »« Oscar, mon copain de la banque. » Pourquoi avait-il inventé cette histoire? Il bourrait sa pipe. Il se renversait sur sa chaise. Il prenait un air malin. « Il faut que je sauve Oscar. C'est comme un frère. »« C'est avec lui que t'as bu? »« C'est comme un frère, et il est tuberculeux. » Il éprouva le besoin de répéter, tandis que ses yeux se mouillaient, « Et il est tuberculeux. » C'était vrai. Oscar, le fils de l'agent de police, était tuberculeux. Mais tout le reste de l'histoire était improvisé, cependant que le canari revoyait sans cesse le visage luisant de son marchand de bestiaux. Il avait besoin d'argent, et il en empruntait à la caisse. Il a pris de l'argent à la banque? Il devait le rendre à la fin du mois. Tout à l'heure, on a annoncé une inspection pour demain. Alors si... Ernest, regarde-moi. Avoue que c'est toi qui... C'est Oscar, il est tuberculeux. Je lui ai dit, vois-tu Oscar, entre amis, les 100 francs que t'as pris, moi je te les prêterai, et... C'était toujours plus flou autour de lui. La table reculait. Non, c'était sa chaise qu'il renversait trop en arrière et qui basculait. Il se retrouva sur le carreau. « Joseph, va te coucher. C'est une honte. J'en mourrai. »« Ça va. Il arrive à tout le monde de tomber. Mais pour les 100 francs, c'est sacré. Et... » Sa mère sanglotait. Du coup, cette saleté d'Yvonne faisait semblant de pleurer et regardait son frère à travers ses doigts. « Il faut qu'on me donne les 100 francs, ou alors... »« Joseph, si tu... » N'avait-il pas entendu les mots « mettre à la porte »?« À la porte ? J'irai tout seul à la porte. »« Joseph, je t'en supplie, fais quelque chose. Dis quelque chose. Je sens que je deviens malade, que je deviens folle. Avoir un fils qui... Un fils qui quoi? Si vous croyez que je ne vaux pas autant qu'un autre. Tu finiras en prison, oui. L'argent, c'est toi qui l'as pris. Ce n'est pas vrai. T'as toujours menti. À 8 ans, tu me mentais déjà, et tu volais du sucre dans les armoires. » Tout cela grouillait, gesticulait, criait, pleurait dans la cuisine trop petite, entre le fourneau qui s'emballait, la table non desservie et l'horloge à balancier de cuivre que le canari heurta de son épaule. « J'aimerais mieux y être, en prison.
que continuer à vivre comme vous le faites. Il n'y a donc pas moyen de le faire taire. Tout cela était incohérent, décousu. Qu'est-ce qu'il avait dit d'autre? En tout cas, il avait reçu une gifle, et il avait saisi une chaise par le dossier, d'un geste irréfléchi. « Joseph, il va te frapper. Est-ce que tu ne vois pas que... »« Oui, j'irai en prison. Je veux y aller. Je veux même y aller tout de suite. Et je suis la honte de la famille parce que j'ai bu 2 petits verres. » Il n'y en avait plus que 2, et ils devenaient petits. « Parce que j'ai bu 2 petits verres et que je vous demande 100 francs pour mon ami Oscar qui est tuberculeux. J'y vais tout de suite en prison. Je ferai ce qu'il faut pour ça. » Il était hagard. Il pantelait. Un courant électrique lui passait à travers le corps. Il avait grimpé l'escalier 4 à 4, pénétré dans la chambre de son père. Quand il était redescendu, le souffle court, il avait ouvert d'un coup de pied la porte de la cuisine et il avait brandi un revolver. « Joseph, Joseph, le malheureux !»« J'y vais en prison. Le premier que je rencontre, je le tue. Comme ça, vous n'aurez pas parlé pour rien de la honte de la famille. » Son père, à son tour, avait empoigné une chaise. Quelque chose avait volé en éclats. Le canari avait couru. La porte à boîte aux lettres, le trottoir, la pluie. Le coin de la rue et son père en bras de chemise sur le seuil. « Je les déteste, je les déteste !» Son père, avec ses longues moustaches et ses 40 ans dans la même place, sa mère qui ne serait pas allée au marché sans ses gants de fil d'étain, sa sœur qui n'avait pas de plus grand plaisir que de le faire punir. Ses tantes, M. Griset, le directeur, avec son geste pour extraire sa pipe de la poche du veston, tous sans exception, et surtout le marchand de bestiaux qui ne comprenait pas qu'un jeune homme puisse offrir sa montre pour... Tant pis. Il vibrait toujours. C'en était épuisant. Il s'efforçait d'arrêter un instant le tremblement qui l'agitait, mais c'était impossible. Peut-être était-ce l'effet de l'alcool? Jusqu'à Ferrari qu'il ne pourrait pas payer le lendemain et qui le hélerait de son seuil. Rentrer chez lui? Sûrement pas. Aller le lendemain à la banque pour se faire mettre à la porte? Et après? 1 an, qu'il avait pleuré pour avoir un vélo. À ton âge, ton père n'en avait pas non plus. Et la casquette. Il avait mis tant de temps à amasser la somme nécessaire qu'elle ne lui faisait plus plaisir. Ainsi pour tout. Dans sa chambre, il n'avait pas de lavabo, mais une table de bois blanc avec une cuvette d'émail. Tu casses tout. T'aurais vite fait d'une cuvette de porcelaine. Et on s'étonnait parce qu'il ne s'amusait pas le dimanche après-midi chez sa tante Mathilde, où toute la famille restait des heures en rond autour d'une table à parler des malades et des morts. Et ça soupirait, et ça se lamentait. Brusquement, il entra dans un petit café encore ouvert, et dans la grisaille, il vit 2 hommes qui jouaient au billard, comme si le reste du monde n'existait pas. Il avait encore un tout petit peu de monnaie dans sa poche. Le patron, à moitié endormi près du poêle, le regarda à travers ses lourdes paupières. « Donnez-moi un verre de marc. » L'autre hésita, faillit mettre sa masse en mouvement, mais se décida pour la tranquillité. « On ne sert plus à boire à cette heure-ci, jeune homme. » Il aurait tant aimé une gifle. Un des joueurs le regarda, et le canari fut certain qu'il se dit qu'il était ivre. « Ces messieurs boivent bien, eux. Ils ont été servis avant 11 heures. » Il sortit les dents serrées. Tant pis. Tant pis. Peut-être que s'il avait avalé quelque chose de fort pour le calmer... Ça ferait enrager tout le monde de le savoir en prison. Et au tribunal, il leur dirait leur fait à tous. Des hypocrites, voilà ce qu'ils étaient. Il aurait pu tirer sur le patron, mais les 2 autres auraient été capables de sauter sur lui et de le battre. Il eut peur de la douleur, du sang, des coups de poing sur le nez surtout, car il en avait reçu un une fois et il en avait gardé un mauvais souvenir. Ça le tiraillait dans la poitrine, et c'était peut-être la fin. Sa main, à son insu, serrait toujours le revolver dans sa poche, un vieux revolver à barillet qui se trouvait depuis des années et des années dans le tiroir de la table de nuit. Je ne le tuerai pas, parce que c'est inutile. Ils seront assez punis si je vais en prison.
une balle dans la jambe, par exemple. Le premier que je rencontre, oui, le premier, c'est juré, autrement je ne le ferais peut-être plus, et alors Dieu sait ce qui arriverait. Il marchait, il respirait mal, il avait peur de voir une silhouette sortir de l'ombre, et quand il en surgit enfin une, tout près du pont, il s'arrêta net et lança sans savoir ce qu'il disait. « Haut les mains !» Il brandissait son revolver. Il ignorait s'il visait les jambes ou non. Il pressait sur la gâchette. Il attendait la détonation avec épouvante et rien ne se produisait. Ou plutôt, une masse énorme se précipitait sur lui. Il recevait un coup terrible sur le bras et son arme roulait par terre. « Salaud de salaud !» Il croyait reconnaître la voix. Il fermait les yeux. Il recevait des coups de pied dans les tibias. « Mais c'est ce petit voyou de Canary. J'avais toujours dit à mon fils. » Il entr'ouvrit les paupières. Il n'avait pas besoin de regarder pour reconnaître le brigadier Leroy, le père Oscar, avec son uniforme à boutons d'argent qui lui donnait l'illusion d'être le maître de tout le quartier. « Quand je lui défendais de fréquenter une petite crapule comme toi. Mais ça va changer, mon garçon. Ah, on se livre maintenant à des attaques à main armée. Lâchez-moi, je vous dis de me lâcher. Et d'abord, je ne vous ai rien fait. C'était pour rire. » La peur qu'il avait ressentie tout à l'heure en courant dans le corridor n'était rien à côté de ce qu'il ressentait. C'était une débâcle douloureuse. Il lui semblait qu'il se vidait de sa substance en même temps que 10 000 tenailles lui arrachaient les chairs. « Lâchez-moi! Je vous jure, je... » Le colosse l'emportait sous le bras comme un paquet. Ses pieds traînaient par terre. Sa tête pendait. « On va voir, mon petit bonhomme, si... » Alors, brusquement, il saisit entre ses dents la grosse main qu'il apercevait, laiteuse dans l'obscurité. Il mordit de toutes ses forces, tomba par terre, se releva et se mit à courir comme jamais il n'avait couru de sa vie, en zigzag, parce que le brigadier Leroy avait des jambes plus longues que lui. Longtemps, pendant des minutes et des minutes, les pas des deux hommes résonnèrent dans les rues vides de la ville. Parfois, le Canary avait l'impression qu'un souffle chaud caressait sa nuque et il s'élançait de plus belle. D'autres fois, il était tellement penché en avant qu'il ne se redressait que par miracle en apercevant un trottoir. Il franchit un pont, puis un autre, peut-être le même, car il se précipitait dans les rues sans les reconnaître, alors qu'il y jouait depuis sa plus tendre enfance. Ce n'était plus sa ville, des boutiques qu'il connaissait, des enseignes familières qui grinçaient dans la nuit mouillée. C'était un labyrinthe sonore où un colosse était lancé derrière lui. Quelque part, il aperçut une palissade et il la franchit en y laissant une partie de son veston. Il vit des rails, des wagons au repos. Une locomotive sifflait. Des feux rougeoyaient. Une voix disait « Il est passé par ici !» Et ce dont il avait le plus peur, maintenant qu'il se faufilait entre les wagons, c'était de les voir s'ébranler soudain, d'être broyés par eux. Des hommes cherchaient, en baladant des lanternes à bout de bras. « Vous êtes sûr de l'avoir aperçu ? C'est un petit maigre, n'est-ce pas ?» Il grimpa dans une cabine de serre-frein. Il entendit encore « Si seulement on avait le chien policier du chef de gare. On peut pas aller le chercher. Il est mort la semaine dernière. Il a été tué par un train. » Alors, le Canary s'évanouit. Il boitait. Il ne sut jamais pourquoi, quand, pour la première fois à Paris, il fit la queue devant une soupe populaire, celle qui se trouve au quartier latin, près d'une église. Son veston était déchiré. Un duvet blond faisait paraître son visage plus maigre. Vers le soir, il découvrit une vitrine sombre, où, sur des étiquettes, on lisait des offres et des demandes d'emploi. Ainsi, un matin, il se trouva dans une cave remplie de buée.
les bras jusqu'au coude dans une eau chaude et grasse qui sentait encore plus mauvais que M. Griset. Il avait été embauché comme plongeur dans un grand restaurant des boulevards. À sa gauche, il y avait un Polonais, à sa droite un Espagnol et le chef de plonge était russe. Il mit 2 ans à payer un vélo à roue libre, entièrement chromé, qu'il avait acheté à crédit. Il lui fallut plus longtemps pour retirer sa montre en argent engagée au crédit municipal. Il partagea des mois la mansarde d'une fille du vestiaire qui fut enlevée par un client, mais qui revint de temps en temps au restaurant avec son nouvel ami. Le Canari, à cette époque, était chef de rang. Il fit 2 saisons à Deauville, comme second maître d'hôtel, puis fut un certain temps gérant d'une pension de famille à Étretat. Si vous passez maintenant rue Blanche, à mi-chemin des grands boulevards et de Montmartre, vous apercevrez une enseigne au néon d'un jaune agressif, qui porte les simples mots « Au Canari ». C'est un restaurant discret, réputé pour sa bonne chère, pour son cadre simple et confortable. Des rideaux de velours cramoisi, souvenir peut-être d'autres rideaux, masquent les 2 vitrines, et l'on ne voit que quelques fruits rares dans une corbeille, ou une langouste de choix. Le portier, en uniforme sombre, porte très peu de galons et s'éclipse parfois pour aller derrière le vestiaire tirer quelques bouffées de sa pipe en écume. C'est M. Canari père, comme on l'appelle. M. Canari fils, en smoking, reçoit les clients tandis que Mme Canari mère, à la caisse, pointant les additions que lui remettent les garçons, soupire comme si elle sentait toujours la catastrophe suspendue au-dessus de sa tête. Il est vrai qu'Yvonne a mal tourné. Dans sa ville natale même, elle est devenue la maîtresse d'un juge d'instruction, et ses tantes doivent changer de trottoir quand elles l'aperçoivent.